Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre édition de l'atelier sur l'immigration. Je vais me présenter. Je suis Elisabeth Gachou et je suis la fondatrice du Centre de Renaissance pour la culture et l'éducation. Et nous travaillons en partenariat avec Be Africa Foundation et la DC French Speaking. Ensemble, nous avons travaillé ensemble pour mettre cet événement sur pied avec la collaboration de notre avocate, Miss Laetitia. Nous travaillons en collaboration avec son law firm et nous voulons vraiment vous remercier tous de participer et de pouvoir travailler avec nous pour que nous éduquions notre communauté. Merci également à notre sœur maître Laetitia. She is so good. Tu es vraiment la meilleure et vraiment tout ce que tu fais pour la communauté depuis que tu as commencé l'année, il y a 2 ans avec l'éducation sur l'immigration. Vraiment, la communauté a vraiment apprécié ça et nous voulons vraiment continuer dans la même lancée. Merci infiniment, que vraiment le Seigneur te bénisse pour ce travail. Et merci à toute la communauté qui a également mis sur pied ce groupe pour pouvoir éduquer. Après cet événement, nous aurons d'autres choses comme nous le faisions chaque année. Donc, sans plus tarder, je veux aussi vous présenter notre host qui est Madame Khadija Doumbia. J'ai juste voulu présenter l'équipe. Donc, Madame Khadija Doumbia, si tu es connectée. Oui, bonsoir. Oui, je suis là, merci. Alors, est-ce que nous sommes prêts à commencer l'atelier? Non, on n'a pas encore accueilli notre présentatrice et je veux d'abord m'excuser pour notre représentant de l'immigration qui n'a pas pu être là. Chaque année, elle est avec nous, mais cette fois-ci, elle a été vraiment empêchée et je crois que l'année prochaine, elle pourra être là. Mais je crois que notre sœur, Maître Laetitia, pourra nous briefer sur toutes les questions et réponses. Et vraiment, nous aurons une grande satisfaction avec elle. Merci. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, bon après-midi. Il est samedi, donc nous vous remercions donc d'avoir pris du temps à passer avec nous pour discuter de questions importantes comme l'immigration. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Laetitia Bassundoa, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui est suffisamment gracieuse pour nous donner de son temps. Donc, le French Speaking Coalition, qui regroupe des personnes, surtout d'origine africaine francophone, a, comme toutes les communautés, des problèmes d'immigration en son sein, d'accord? Alors, nous allons toucher de nombreux points. Bien entendu, nous ne pourrons pas toucher à tous les points. Nous demanderons donc à nos intervenants d'être concis au moment des questions. Il ne s'agit pas de prendre 2 ou 3 minutes pour poser une question et puis on n'en sort pas. Il faut être concis. Nous sommes ici pour poser certains problèmes, mais nous ne sommes pas ici pour expliquer en détail nos problèmes personnels, pour avoir une consultation sur place, d'accord? Ceux qui sont satisfaits de la présentation de notre avocate d'immigration pourront ensuite la contacter au travers de Madame Ngachou, d'accord? Alors, elle va faire donc sa présentation et ensuite nous pourrons poser les questions. Donc, Madame, merci beaucoup d'être avec nous et nous allons vous demander de vous présenter. Donc, Mrs. Laetitia Bassundoa, thank you so very much to be with us today. We know that immigration is a sensitive subject in the African communities, especially in the French-speaking community.
So the French-speaking coalition this afternoon is humble and do know that you're gracious enough to take some of your time in this Saturday afternoon to speak with us and to explain some points of the immigration that we're interested in and to answer some of our questions. So to start, my name is Kadidia Doumbia, and to start, I will ask you graciously to introduce yourself, because I'm sure that you can do it better than we can do it. Thank you. Thank you, Khadija. Thank you, Madame Elizabeth. Thank you to the whole community. I will do my presentation in French because my understanding is people who are joining us today are mostly French speakers. So I will do my presentation in French. Like I say, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec la communauté. C'est toujours un plaisir. Comme vous l'avez si bien dit, la session d'aujourd'hui, c'est à titre d'information. C'est une session qui va nous permettre d'échanger et j'espère bien que je serai capable de répondre à certaines questions. Et comme Madame Khadija l'a dit, les questions ne seront pas sur base des faits, mais plutôt sur base d'informations générales. Alors, mon nom est Laetitia, je suis avocate et manager du cabinet Casa Legal. Le cabinet est situé à Silver Spring, dans la région du Maryland. Nous nous occupons, entre autres, des cas d'immigration. Et nous avons des clients partout aux États-Unis. Et c'est toujours un plaisir de servir la communauté francophone parce que je suis moi-même d'origine francophone. Je suis d'origine africaine. Alors, ça a toujours été un plaisir, un honneur et un devoir pour moi de servir ma communauté. Merci beaucoup. Alors, Madame Bassonois, il y a plusieurs points d'immigration qui nous intéressent. Asylums, la violence domestique, les victimes de crimes. En général, nous parlons des crimes de guerre, d'accord, et le trafic humain. Donc, je ne sais pas comment nous allons pouvoir discuter de tous ces points qui sont tous très importants et extensifs, mais nous vous laissons commencer. Alors. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais essayer de résumer un peu ces différents bénéfices. Ce sont des bénéfices qui sont sous la catégorie humanitaire. Ce sont des bénéfices humanitaires qui ont été mis en place par le gouvernement américain pour protéger certaines personnes, dont les personnes qui sont victimes des crimes ici aux États-Unis, les personnes qui ont été victimes de certaines violences dans leur pays et qui ne peuvent pas bénéficier de la protection de leur pays, et aussi les victimes des violences domestiques. Ça, c'est vraiment un bref résumé de ce que ces visas humanitaires couvrent. Il y a aussi des visas qui sont prévus pour les personnes qui ont été victimes de certains désastres dans leur pays, des désastres naturels, comme les tremblements de terre, mais ça, ce sont des cas vraiment très particuliers. Alors, comme vous l'avez si bien présenté, aujourd'hui, on va essayer de discuter des violences domestiques. Et le domaine d'asile est assez large. Et puis, il y a beaucoup de francophones qui sont très familiers à la procédure d'asile parce que tout simplement, beaucoup d'entre eux ou d'entre nous ressortent des pays où le gouvernement n'est pas assez bien équipé pour nous protéger. Et certains d'entre nous sommes aussi victimes des persécutions par le gouvernement. Alors,
je serai ouverte aux questions par rapport à l'asile et ma présentation se fera essentiellement sur les violences domestiques ainsi que les victimes des crimes et les victimes du trafic humain. Alors, il y a un visa qu'on appelle le visa sous le VAWA qui protège les personnes qui sont mariées ou qui ont été mariées à des citoyens américains ou des détenteurs de cartes vertes qui ont vécu avec leur époux et épouse ici aux États-Unis et qui ont malheureusement été victimes de certains abus, les abus physiques, abus psychologiques et à un certain niveau, les abus économiques, et qui, à cause de ça, se retrouvent sans statut. Ces personnes ont la possibilité d'appliquer pour une demande de résidence sur base de ces faits. Alors, je vais un peu résumer comment ça se passe. Si vous vous retrouvez dans une situation où votre mari ou votre femme, et c'est un visa aussi qui est prévu pour les enfants des victimes d'abus aussi, par leurs parents ou par leurs step-parents, ainsi que les parents des citoyens américains qui sont aussi victimes des abus par leurs enfants. Ils peuvent commencer par rassembler les différentes évidences, les envoyer à l'immigration et faire une demande de carte dépendant de la situation de leur bourreau. Hein. Ils peuvent demander une carte, ils peuvent demander d'abord qu'ils soient reconnus comme victimes des crimes et aussi demander une carte verte sur cette base-là. Cette procédure est appelée VAWA. Elle est devenue de plus en plus populaire. C'est une procédure qui est assez jeune parce qu'elle a été créée peut-être, je dirais qu'il y a 20 ans qu'elle a été créée et maintenant elle est un peu popularisée parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sortent de ce cycle de violence et qui sont capables de commencer cette procédure. Ce qui est particulier au sujet de la procédure, c'est que c'est une procédure qui se fait de façon, je dirais, de façon confidentielle. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui se retrouvent dans des relations abusives et qui, parce que leur bourreau a un contrôle sur leur vie, quand je parle de leur vie, tous les aspects de leur vie. Il y a des personnes qui se retrouvent dans un mariage ou qui vivent avec un parent qui ne les laisse pas communiquer avec l'extérieur, qui ne mettent pas à leur disposition des moyens financiers, leur permettant, par exemple, de payer pour un avocat ou de payer pour quoi que ce soit, et qui même ont un contrôle de leur courrier, un contrôle de leur vie, ce qu'on peut considérer comme vie privée, réseaux sociaux, courrier, activités téléphoniques et tout. Il y a le système d'immigration américain a prévu pour ces personnes-là que leur demande se fasse totalement confidentielle. Que ce soit totalement confidentiel, ça veut dire que le bourreau ne sera pas contacté par l'immigration. Donc, moi, par exemple, dans notre cabinet, on a beaucoup de cas de violence domestique et les courriers de ces personnes viennent chez nous. Et en travaillant avec les clients, ils nous disent comment les contacter. Ils nous disent comment ne pas les exposer à leur bourreau.
Donc, il y a beaucoup de gens qui sont un peu inquiets, qui se disent, OK, si je commence la procédure, mon mari ou mon parent va s'en rendre compte et puis voilà quoi, ils vont se retrouver, soit ils seront retournés au pays ou bien les abus vont être pires. Mais avec la procédure de VAWA, il y a une assurance de confidentialité. Alors, pour cette raison-là, on encourage beaucoup les personnes qui se retrouvent victimes de pouvoir contacter des organisations, beaucoup d'organisations qui le font gratuitement. Si vous avez les moyens, vous pouvez contacter des avocats et travailler avec des avocats. Et sinon, bof, vous pouvez entreprendre ces démarches-là tout en sachant que vous devriez avoir une aide extérieure, une personne qui sera capable de recevoir vos courriers en toute sécurité. Ça, c'est ce qui est de la procédure de VAWA. C'est un peu plus complexe, mais c'est juste un résumé que je donne. Comme on a dit aujourd'hui, on n'est pas censé parler du cas par cas, mais je vous donne une idée et je serai ouverte à répondre à vos questions. La deuxième procédure, c'est celle qu'on appelle le U-Visa. Le U-Visa, c'est une procédure de demande de séjour. Contrairement au VAWA, le U-Visa, c'est un visa qui va vous donner un court séjour, mais qui éventuellement, après 3 à 4 ans, vous donnera la possibilité de demander une carte verte. Et c'est une procédure qui peut même être entreprise après qu'on ait quitté les États-Unis. La procédure de VAWA, par contre, elle doit être faite pendant qu'on est encore sur le territoire américain. Avec la procédure du U-Visa, qu'on appelle le visa pour les personnes victimes de crimes, de certains crimes, ce n'est pas tous les crimes, il y a toute une liste sur le site de l'immigration où ces crimes-là sont repris. Ce sont des crimes sérieux comme les violences domestiques, les violences sexuelles, le kidnapping, les blackmails. Ce sont des crimes assez sérieux qui ont fait qu'à l'époque, beaucoup d'immigrés ne reportaient pas parce qu'ils avaient peur d'être déportés. Alors, le gouvernement américain a décidé de protéger cette souche de la population qui se retrouve à la merci de leur bourreau, qui se sont retrouvés à l'époque sans issue parce qu'ils n'avaient pas de papier, ils n'avaient peut-être même pas de carte d'identité pour aller vers la police. On leur a permis d'avoir un statut qui va leur permettre de collaborer avec la police ou les agents de l'ordre afin de pouvoir aider dans les investigations. Alors, l'une des conditions pour être éligible pour ce visa-là, pour ce bénéfice, c'est de prouver qu'on a collaboré ou qu'on a été disponible pour la collaboration avec les agents de l'ordre. Il y a un certificat qui doit être signé par la police. Ce n'est pas toujours la police du comté ou de l'État. Il y en a même qui travaillent avec, par exemple, la police, la police du département de transport. Par exemple, lorsque vous avez été victime et vous avez aidé cette police à résoudre le crime, dans les investigations, vous pouvez bénéficier de leur signature. Il y en a même qui peuvent prouver qu'ils ont travaillé avec le tribunal à résoudre certains de ces crimes. Il y a beaucoup d'États, particulièrement dans notre région du Maryland, il y a beaucoup de awareness. Il y a les policiers sont maintenant entraînés à pouvoir être ouverts à aider ces immigrés qui les aident à résoudre certains crimes, à avoir leur papier. Et comme je disais, certaines personnes
peuvent même le faire en dehors des États-Unis. Ça veut dire concrètement, si vous avez été kidnappé ou si vous avez malheureusement été abusé par un étranger ou même par une personne proche, vous pouvez aller à la police et aider la police dans leur investigation. Même si l'investigation ne se résout pas à une charge criminelle, vous avez toujours le droit de demander à la police de signer ce certificat-là. Parce que ce que vous devrez démontrer en premier, c'est que vous avez aidé la police. Ce que la police a fait avec votre aide, avec les informations que vous leur avez fournies, n'importe pas trop devant l'immigration. Donc, le gouvernement veut encourager les immigrés à travailler avec la police afin de s'assurer que les criminels répondent de leurs crimes. Un autre élément que vous devez démontrer lorsque vous faites une demande de visa pour victime, c'est que vous avez souffert un dommage. Donc, il ne faut pas seulement être victime d'un crime. Ce dommage peut être un dommage psychologique, ce dommage peut être un dommage matériel ou ça peut aussi être un dommage physique. Mais il faudrait le prouver. Et une fois encore, je le dis, il est toujours préférable de travailler avec un avocat afin qu'il vous aide à naviguer ce système très complexe. Il y a aussi beaucoup d'organisations qui offrent leurs services à bas prix ou gratuitement. Une autre chose par rapport au visa U, au visa de victime, vous devrez aussi assurer que vous êtes disponible pour les investigations. Ça veut dire, si vous avez aidé, si vous avez reporté le crime et à un moment, la police a arrêté les investigations, si après 2-3 ans, la police rouvre le dossier, vous devrez démontrer que vous êtes disponible à travailler avec eux. Qu'est-ce que je peux encore dire à ce sujet? Il y a des moyens. Il y a aussi, récemment, on a vu qu'il y a une vague où certaines polices sont un peu résistants à signer le certificat. Vous avez un moyen d'appel. Si vous savez prouver que vous avez aidé la police, que vous avez été disponible pour eux et qu'ils refusent de signer votre demande de certification, vous pouvez faire appel et un juge pourra décider à votre faveur ou non. Les visas U, ce sont des visas qui sont limités dans le nombre. Il y a un certain nombre, je crois que c'est 50 000, il y a un certain nombre de visas qui sont donnés aux immigrés. Alors, cela fait que même lorsque votre demande de visa U est approuvée ou lorsque votre dossier passe le premier niveau, donc ça veut dire que le gouvernement décide que vous avez assez d'éléments pour avoir un cas valide, ça peut prendre très longtemps avant que vous n'ayez votre visa parce qu'il y a un nombre limité de visas qui sont attribués chaque année. Le visa T, c'est le visa de trafic des personnes violences de trafic humain qui, en quelque sorte aussi, fonctionne de la même manière que les visas U, dans le sens où vous devrez travailler avec la police, vous devez travailler avec les agents de l'ordre pour résoudre le crime. Donc, ces visas ne vous garantissent pas de confidentialité, ne vous garantissent pas d'anonymat. Vous devez être prêt à témoigner contre vos bourreaux, contre les personnes qui vous ont kidnappé ou qui vous ont contre le réseau qui vous a mis dans ce trafic-là.
on remarque beaucoup de faits qui sont beaucoup de faits qui ne sont pas reportés parce que les victimes ne sont pas conscientes qu'ils ont été victimes de trafic. Par exemple, dans la communauté africaine, il est typique de voir des personnes qui emmènent des membres de famille de leur pays, les emmènent aux États-Unis afin qu'ils puissent travailler comme personnel domestique, sans les propres documents, sans un visa de travail. Ils ramènent ces gens et puis ces gens sont en quelque sorte séquestrés dans ces maisons où ils travaillent sans être payés, où ils travaillent sans avoir un statut. Et bien, ces personnes-là peuvent, à un certain niveau, saisir les autorités et entamer une démarche en tant que victime, soit visa ou trafic. Voilà, donc en résumé, c'est un peu ce que je voulais partager avec la communauté aujourd'hui. Et je suis ouverte aux questions et aux préoccupations de nos frères et sœurs. Alors, merci beaucoup, madame, pour votre présentation. Alors, vous avez, avant de passer le micro à notre communauté, j'ai quand même une question parce que souvent, vous avez parlé par exemple, du certificat qui doit être signé par la police. Et si certains bureaux de police refusent de signer, on peut faire appel au juge. Mais dans nos communautés, nos frères et sœurs qui viennent d'Afrique, lorsque vous parlez déjà de police, ils n'aiment pas beaucoup parce qu'ils ont eu une très mauvaise expérience déjà au pays avec la police. Lorsque vous parlez de juges, alors encore moins. Alors, lorsqu'on parle de personnes qui n'ont pas leurs papiers en règle, qui veulent rendre service à la communauté, qui demandent à avoir un document signé par la police et que la police refuse, ce genre de personnes est toujours réticent quand il s'agit maintenant d'aller jusqu'au tribunal parce qu'ils ont quand même peur, quelles que soient les assurances qu'on leur donne. Alors, quels seraient les conseils que vous pourriez offrir dans ce cas de figure? Merci beaucoup pour la question. Ce fait, c'est un fait très intéressant parce que moi, personnellement, j'y fais face. Tous les jours, on essaye d'aider les clients à comprendre que ils ont certains droits, bien qu'ils soient étrangers, sans papier ici aux États-Unis. Ils ont certains droits en tant qu'êtres humains. Et le gouvernement américain garantit en quelque sorte leur protection. Le premier conseil que je leur donnerais, c'est de travailler avec un professionnel, de travailler avec un avocat. Ça, c'est le premier conseil. L'avocat va s'assurer que leur droit est bien protégé. L'avocat va s'assurer que la police qu'il n'y ait pas de représailles. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas garantir, mais il est toujours plus facile d'avoir un professionnel de votre côté, d'avoir un professionnel qui va utiliser les textes de loi pour pouvoir défendre vos droits. La deuxième chose, c'est que malheureusement, il y a beaucoup d'immigrés qui se retrouvent dans des situations pareilles parce qu'ils souffrent de certains problèmes. Je ne dirais pas problème. Ils ont un obstacle par rapport aux conséquences psychologiques de ce qu'ils ont vécu. Le deuxième conseil que je leur donnerais, c'est de parler aux professionnels qui s'occupent des maladies psychologiques parce que vous serez surpris d'apprendre que des fois,
on est obligé de travailler avec les psychologues afin d'aider nos clients à naviguer cette complexité, ce système très complexe. Lorsque vous venez d'un pays où, en fait, la police, au lieu de vous protéger, elle vous met en danger, elle vous agresse, vous ne vous rendez pas compte que vous emmenez ce bagage psychologique avec vous. Absolument. Alors, même dans les autres dossiers comme les dossiers d'asile, on a toujours à expliquer que ces personnes qui ont vécu des mauvaises expériences avec la police de leur pays, avec les autorités de leur pays, en venant ici, ont du mal à faire confiance aux autorités locales. Mais on ne peut pas porter ce bagage-là toute la vie. Alors, comme je le redis, mon deuxième conseil, c'est de trouver de l'aide, de contacter les organisations qui offrent les aides psychologiques, qui vont vous aider en quelques sessions à comprendre ce qui vous est arrivé, afin que vous n'ayez pas à sacrifier vos droits, vous n'ayez pas à vous sacrifier, à souffrir plus juste parce que vous refusez d'adresser les problèmes psychologiques. Donc, ça, c'est mon deuxième conseil. Premier conseil, travailler avec un avocat. Deuxième conseil, trouver une aide, contacter des psychologues qui vont vous aider à comprendre vos problèmes. D'accord. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux d'entre vous qui voudraient poser une question, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton Raise Hand. Comme ça, on pourra vous donner la parole. Alors, Madame notre avocate d'immigration, Madame Bassouva, merci pour cette clarification. Alors, en revenant au problème de la violence domestique, vous savez très bien qu'il y a une influence très importante de la communauté. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation. Souvent ne savent pas où trouver l'information et lorsqu'elles la trouvent, elles ont un peu peur d'être indexées par la communauté, d'avoir mis en général ce sont les maris, hein, le mari dans une situation difficile. Personne ne voit le côté où il a pris ses documents, elle ne peut rien faire, ou certains époux même disent à leur épouse, on a failli les documents, ils n'ont rien fait. Et l'épouse se trouve dans une situation compliquée où il la chasse de la maison sans papier. Alors, quelle serait, en tant qu'avocate, la démarche à conseiller à ces femmes qui ont peur et qui ne comprennent pas le système, souvent ne comprennent pas la langue, et la communauté aussi n'aide pas beaucoup? Merci beaucoup pour la question. Je suis personnellement avocate, quand je dis pas avocate professionnelle, mais non, j'aimerais dire, lorsqu'il s'agit des violences domestiques, je me présente comme une avocate professionnelle et aussi une avocate des droits des victimes. Déjà, ça demande beaucoup de courage pour un individu qui est dans ce cycle d'abus de sortir de ce cycle. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont capables de le faire parce que ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de courage. Les personnes qui sont en ce moment victimes d'abus domestiques devront déjà savoir qu'ils ne sont pas seuls. Ça, c'est la première chose. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation-là. Et qu'il y a beaucoup, dans ce pays, il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de groupes qui aident ces personnes à sortir de cet enfer-là. Donc, la première chose, c'est de trouver d'abord les organisations qui les aident. Où les trouver?
ils peuvent contacter leur library, ils peuvent contacter les services de contrée, leur county. La plupart d'entre eux ont travaillent avec des organisations, travaillent en collaboration avec des organisations qui offrent ces services-là ou qui vous réfèrent à des personnes qui offrent ces services-là. Ils peuvent parler à leur médecin parce que c'est très, très difficile même pour eux d'avoir ce temps-là ou d'avoir cette opportunité de contacter les personnes extérieures parce qu'on se retrouve des fois avec des victimes qui n'ont même pas la possibilité d'avoir un téléphone portable. Ils sont dans un système où ils sont totalement contrôlés par leur bourreau, mais dès que vous avez l'opportunité, vous pouvez contacter la police. Peut-être vous avez peur des représailles, vous avez peur que l'on ne vous croit pas. Vous pouvez contacter votre médecin. Vous pouvez parler à des professionnels ou contacter des cabinets d'avocats. Et par rapport à la communauté, il est vraiment triste que les communautés africaines, en particulier, entretiennent cette culture où on veut que surtout les femmes en particulier puissent rester dans des foyers où elles sont victimes, dans des foyers où elles sont victimes, même pas seulement des dommages physiques. Certaines d'entre elles sont victimes des dommages psychologiques. Il y a maintenant une tendance, la culture est en train de changer ici, par exemple, où même les agents de l'ordre sont formés à comprendre les violences psychologiques que dont certaines personnes souffrent. Donc, il y a tout un mécanisme d'accompagnement pour les victimes, mais la première chose à faire pour une personne qui se retrouve dans cette situation, déjà, c'est de comprendre qu'elle n'est pas seule. De deux, c'est de trouver cette aide-là. C'est difficile encore avec la culture. C'est très, très difficile. C'est pas facile de dire que votre mari ou votre femme déjà, on n'est même pas cru. Lorsqu'on raconte ces choses, on n'est même pas cru. Il y a toujours une personne bien intentionnée, un peu âgée, qui veut vous donner des conseils et qui veut vous apprendre que c'est ça le mariage. Mais je vous assure, il est beaucoup mieux de quitter cette relation que de vous laisser soumettre à des abus qui peuvent même vous emmener à la mort. Absolument. Au même moment, exposer vos enfants à certains dommages psychologiques qui sont très, très difficiles à adresser une fois qu'ils sont adultes. Donc, en tant que défendeur des droits de l'homme et des victimes des violences domestiques, je demande à ces femmes et à ces hommes et à ces enfants qui se retrouvent dans ce cycle-là de faire le premier pas et de contacter les organisations appropriées. Oui, j'ajouterais même pour ceux qui ne savent pas par où commencer, ils peuvent contacter le French Speaking Coalition et Madame Ngacho sera à même de les guider vers les ressources nécessaires. Absolument, absolument. Alors, pour les victimes, vous savez, en ce moment, il y a de nombreux Africains à la frontière mexicaine, parce que souvent, on pense qu'il n'y a que les ressortissants de l'Afrique du Sud, mais de nombreux ressortissants. Comment est-ce qu'ils peuvent prouver qu'ils fuient des crimes, qu'ils fuient la violence de leur pays et comment est-ce qu'ils peuvent trouver les ressources légales ou les familles qui sont au courant, comment est-ce qu'elles peuvent trouver les ressources légales pour aider leurs parents qui sont à la frontière là-bas, parce que il y en a qui sont avec des enfants en plus. OK. Merci beaucoup pour la question. Le problème des personnes qui entrent par la frontière de l'Amérique du Sud est
très, très complexe parce que le gouvernement américain se retrouve avec beaucoup de demandes et des fois, il y a aussi un problème de place. Ils n'ont pas l'incentive de faire entrer beaucoup de gens parce qu'il n'y a nulle part où les mettre. Mais si vous avez des membres de la famille qui sont à la frontière et qui essayent d'entrer parce qu'ils ont peur de retourner dans leur pays après avoir été persécutés, il faut leur encourager déjà à raconter leur histoire. Il y a la première étape, lors de leur premier contact avec les autorités américaines, on leur pose des questions. On leur demande pourquoi ils ont fui leur pays. Et c'est à ce moment-là qu'ils doivent raconter leur histoire, qu'ils racontent leur vraie histoire. Lorsque vous avez parlé des problèmes avec la police dans nos pays, ça m'a fait sourire parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui, lorsque ils arrivent à la frontière, parce qu'ils ont perdu confiance aux autorités, ils ne disent pas exactement ce qui leur est arrivé. Ils pensent qu'en inventant une histoire, peut-être en venant ici, ils ont croisé quelqu'un qui leur a dit, ou des fois même, ce sont leurs membres de famille qui sont ici aux États-Unis qui leur dit, OK, dès que tu arrives à la frontière, tu dois dire ci, tu dois dire ça. Ce n'est pas nécessaire de mentir. Dites ce qui vous est arrivé. Racontez pourquoi vous avez peur de retourner dans votre pays. En ce moment-là, si l'agent à qui vous avez parlé se rend compte qu'il y a une possibilité que votre vie soit en danger, vous serez programmé pour ce qu'on appelle un Credible Fear Interview. C'est une interview qui vise à déterminer s'il y a assez d'éléments dans votre histoire qui méritent que vous soyez écouté par un juge pour voir si vous êtes éligible pour l'asile. En ce moment-là, déjà, au moment où le premier agent vous permet d'avoir le deuxième interview, vous pouvez demander à avoir un avocat. D'accord. En ce moment, il y a beaucoup de nos collègues qui vont à la frontière et offrent leur travail gratuitement. Il y a beaucoup d'organisations aussi qui s'organisent et prennent en charge des avocats qui offrent leurs services gratuitement et qui vont à la frontière pour aider les personnes qui se retrouvent coincées. Vous avez le droit d'avoir une personne qui parle votre langue. Vous devez demander à avoir un interprète. Ceux qui sont ici et qui ont été contactés par leur famille, vous pouvez contacter les avocats pour eux. Et l'avocat aura le droit de parler à votre frère, sœur, aux membres de votre famille qui sont de l'autre côté. Donc, la première chose, c'est de s'assurer que vous demandez à un interprète de dire la vérité, de parler de votre histoire et de ce qui vous est arrivé. Et pour ceux qui sont ici, de s'arranger à ce que un avocat soit disponible pour votre membre de famille. D'accord. Alors, il y a Madame Ngachu qui a levé la main. Si elle peut se unmute. OK, je voudrais juste revenir sur le cas de la violence domestique. Par rapport aux femmes qui parlent de leurs problèmes ou bien les hommes, même les hommes aussi sont victimes, lorsque la culture domine sur leur décision, parce que je dirais, elle aura peur de rester, d'être protégée par la loi, mais et avoir aussi cette division avec sa famille. Qu'est-ce qu'on va penser d'elle? Qu'est-ce qu'on fait pour préparer
la personne à avoir ce moral et s'ouvrir? Est-ce qu'il y a des procédures pour ça? Parce que ça aussi, c'est une grande barrière parce que certains se disent que, OK, qu'est-ce que ma famille, mes parents vont dire de moi, donc je préfère rester souffrir dans ma condition que d'avoir des problèmes avec ma famille. Bon, alors que c'est le bien-être est important, mais qu'est-ce qu'on fait pour remédier à cela? Merci beaucoup pour la question. Il y a maintenant beaucoup d'organisations et beaucoup d'États et de comtés qui mettent à la disposition des victimes différents types d'aides, dont les aides psychologiques et aussi les aides financières. Oui, ces ressources sont offertes sur une base générale. Ces ressources sont offertes sur une base générale. Certaines d'entre elles ne sont pas adaptées à notre culture, je peux la dire comme ça. Les avocats, tout ce qu'on fait pour nos clients, c'est les mettre en contact avec ces structures-là. Généralement, on travaille avec des psychologues. Donc, on demande à nos clients de travailler avec les psychologues au même moment. On les aide. Mais ce n'est toujours pas assez. Et sur ce, je veux encourager la communauté à s'organiser. On a beaucoup de psychologues, on a beaucoup de professionnels qui s'y connaissent en violence domestique. Il serait peut-être temps que l'on puisse avoir des organisations qui vont adresser ou qui vont aider nos frères et sœurs de façon un peu plus pratique, connaissant nos réalités culturelles. Il y a beaucoup, certaines églises qui offrent, les églises conventionnelles qui offrent ces services-là, mais on remarque que ces services-là ne sont pas toujours adaptés à nos réalités culturelles. Personnellement, je ne connais pas d'organisation qui aide les Africains victimes de violences domestiques. Peut-être que Maman Elisabeth en connaît quelques-unes. Je sais que vous référez des gens à diverses organisations, mais je ne connais pas personnellement une organisation adaptée à notre population. En fait, nous avons perdu une fondatrice d'une organisation il y a de cela 2 ans. Elle était éthiopienne et je crois qu'elle faisait vraiment de son mieux. J'ai eu à référer des familles chez elle, mais après elle, je n'ai pas eu l'occasion de voir les fondatrices qui sont d'origine africaine, comme tu l'as dit, par rapport à notre culture. Nous avons beaucoup d'organisations qui s'occupent de la violence domestique, mais ils ne sont pas vraiment adaptés à notre culture, comme tu l'as dit. Mais je crois qu'avec le temps, je veux parler avec Madame Khadija Doumbia et on va travailler sur ce projet-là pour voir dans quelle mesure nous pourrons avoir des frères et sœurs qui vont se mettre ensemble pour soutenir les nôtres. Absolument. Ça, c'est une initiative qui sera bien accueillie, très, très bien accueillie, surtout par nous, les professionnels qui faisons face à ce problème-là. Ouais. D'accord. Excellent, merci. J'ai vu que M. Ngachu avait levé la main. M. Ngachu, est-ce que vous êtes encore là? Merci de vous unmute. Et Mme Ngachu, vous pouvez vous mute maintenant. Merci beaucoup pour votre intervention. Non, merci Khadija. Vraiment, je voudrais d'abord remercier toute l'équipe vraiment pour la bonne volonté, et plus particulièrement notre jeune sœur Laetitia pour
ses efforts, n'est-ce pas, pour satisfaire la soif la soif de l'œil de notre communauté. Merci infiniment. Bon, Laetitia, tu as dit quelque chose là, s'il te plaît, que certaines personnes avaient peur, particulièrement quand nous parlions des réfugiés qui transitent par l'Amérique du Sud. Vous avez dit que la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont peur et on les pousse à mentir. Bon, mais vous savez que, comme vous l'avez bien relevé durant l'exposé, beaucoup de gens parfois vivent des expériences personnelles qu'elles ne peuvent vraiment pas communiquer. Bon, moi, je me dis peut-être que pour nous qui sommes, pour l'auditoire qui est ici présent, ce serait bien quand même de nous éduquer. Peut-être cela a déjà été fait, peut-être je n'ai pas prêté attention, mais de nous éduquer exactement sur la procédure d'asile. Quelles sont exactement quelles sont exactement les raisons pour lesquelles on peut facilement vous accorder l'asile politique ici, de sorte que, oui, parce que parmi nous, nous avons des membres de famille qui ont été victimes, qui sont arrivés là-bas et peut-être l'expérience ne s'est pas bien passée, alors qu'ils étaient vraiment ils étaient vraiment dans une situation qui nécessitait qu'ils soient qui bénéficient de cet asile, mais on leur a poussé à dire plutôt des choses qui n'étaient pas prises en fait, qui étaient mal placées. Moi, j'en connais un particulièrement qui a été, on l'a poussé à dire une chose, on lui a dit, dis ceci, si tu dis telle chose, l'avocat là va peut-être on avait dit à quelqu'un là que si tu lui dis que tu as besoin de rentrer, que non, tu souffres ici, peut-être il va voir comme ça, il aura pitié de toi, il va te laisser. Donc, bref, il y a des choses comme ça. Donc, j'aimerais que, s'il te plaît, Laetitia, si tu peux nous éduquer là dans ce sens, qu'on sache exactement que, bon, voici les raisons pour lesquelles on peut accorder facilement la salle à quelqu'un dans le territoire. Moi, je crois que ça va peut-être nous aider, quoi, à force de nous éduquer là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Je commencerai déjà par dire que l'asile, le droit de l'asile, c'est l'un des droits les plus complexes en immigration, et j'irai jusqu'à dire aux États-Unis. C'est extrêmement complexe. J'aimerais bien que prochainement, si on a un workshop, qu'on puisse se focaliser juste sur l'asile, parce qu'il y a beaucoup à dire à ce sujet-là. Mais pour répondre à la question, il y a 5 raisons pour lesquelles on peut recevoir ou être accordé l'asile. OK? C'est si on prouve qu'on a été victime ou qu'il y a un risque qu'on sera victime de persécution sur base de notre religion, la race, la politique, la position politique, la nationalité, et il y a une cinquième raison qui, au fait, est extrêmement complexe, parce que c'est comme un catch-all. Like on dit, si vous pouvez démontrer que vous êtes un membre d'un groupe social particulier qui est victime de persécution dans votre pays, vous pouvez aussi être accordé l'asile. Ça, ce sont les raisons. Mais à part ces raisons, il y a maintenant les autres éléments qu'il faut prouver. Il faut prouver que le dommage que vous avez souffert, c'est une persécution. Et ça, c'est bien défini par la loi. OK? Vous ne pouvez pas dire tout simplement parce que j'ai reçu 2-3 baffles du fils d'un ministre que je suis forcément éligible pour l'asile.
Vous ne pouvez pas dire forcément que je vivais dans une cité qui a été pillée et voilà, je me retrouve maintenant aux États-Unis, donnez-moi l'asile. Ce n'est pas aussi simple. Vous devez définir la persécution, les faits qui constituent une persécution. Beaucoup de gens pensent que, OK, quand tu vas en prison, c'est bon, ce fait constitue une persécution. Ce n'est pas aussi simple. Il y a des gens qui sont éligibles pour l'asile sans qu'ils aient été en prison. Parce qu'il y a aussi cette rumeur-là qui circule, tu dois dire que tu as été emprisonné 2-3 fois et puis le tour est joué. Voilà, on vous force à mentir, ce qui est aussi très criminel sous la loi américaine. Anyway. Vous devrez aussi démontrer que votre gouvernement ne peut pas vous protéger. Vous devez aussi démontrer que vous ne pouvez pas vivre dans une autre partie de votre pays. Ça veut dire, si vous êtes d'origine camerounaise, vous avez été agressé à Yaoundé, vous devez démontrer que, par exemple, à Douala, vous ne pouvez pas vivre à Douala. Vous êtes ivoirien, vous avez été agressé à Abidjan, démontrer que vous ne pouvez pas vivre dans une autre ville. Vous comprenez, ce n'est pas aussi simple que l'on le démontre. Vous devez montrer, par exemple, si vous êtes membre d'un groupe particulier, vous devez démontrer qu'il y a d'autres membres qui ont aussi subi des sévices. Donc, c'est vraiment très, très complexe. Et contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas de ce qu'on dit de formule pour avoir l'asile. C'est vraiment un cas par cas. Ça ne veut pas dire que si l'asile vous a été accordé, qu'elle sera forcément accordée à votre frère ou à votre cousin, et même à votre parent. Il y a des cas où l'asile a été accordé à un enfant, mais le parent n'a pas pu prouver qu'il était éligible pour l'asile. Donc, à la question de savoir comment est-ce qu'on peut, réunir ou soumettre un dossier d'asile, je ne peux pas vous dire faites A, B et vous aurez un résultat C. Ce que je peux vous dire, c'est racontez votre histoire, travaillez avec un professionnel, n'inventez pas d'histoire. Ne dites pas que vous avez été arrêté si vous n'aviez pas été arrêté. Ne dites pas que vous êtes membre d'un parti politique si vous n'êtes pas membre de ce parti politique. Travaillez avec un professionnel de l'asile, racontez votre histoire. Il sortira des éléments et vous dira si ces éléments-là vous permettront d'avoir une demande valide de l'asile. Et il y a aussi beaucoup d'autres facteurs. Parce que lorsque vous êtes dans une démarche d'asile et que vous avez souffert de certains sévices, si, par exemple, un exemple typique, si vous avez été arrêté dans votre pays parce que vous vous opposez à votre gouvernement, vous êtes allé à une marche contre le président de votre pays, vous avez été arrêté, vous avez été persécuté en prison, vous avez eu la chance de quitter votre pays et vous êtes retrouvé aux États-Unis, vous pouvez présenter votre histoire. Mais si le gouvernement ne croit pas aux faits que vous rapportez, parce que vous ne les avez pas prouvés, vous n'avez pas prouvé que ces faits se sont passés, eh bien, vous n'allez pas être éligible pour l'asile. Sur base du fait que vous n'êtes pas crédible. Alors, comment est-ce que vous allez présenter votre crédibilité? Vous devrez travailler avec une personne qui est habituée au système. Une personne qui va vous dire comment présenter vos faits. Non pas fabriquer les faits, parce qu'il y a beaucoup de notarios, beaucoup de nos frères qui vous poussent à fabriquer des faits. Il faut travailler avec des professionnels qui vous diront comment présenter les faits, comment présenter votre histoire en quelque sorte. Donc, pour répondre à votre question, je ne pourrais pas vous dire comment avoir l'asile.
mais je pourrais vous décrire peut-être à une prochaine session qu'est-ce que la loi dit sur les demandes d'asile. Merci beaucoup. Alors, Madame, nous avons une personne sur Facebook, Patience Mbassa, qui nous dit je travaille dans une ambassade et depuis quelques mois, beaucoup d'employés d'ambassade sont en fin de contrat et ne savent quoi faire. Dans mon cas, je suis ici depuis 24 ans et mes enfants depuis 22 ans. Elles sont arrivées ici à l'âge de 12 et 13 ans. Elles ont appliqué DACA et cela n'a pas marché. Comment pouvez-vous nous aider? Vous devrez venir pour une consultation. Il faudrait savoir ce qui se passe. Si vous avez des problèmes avec un gouvernement, généralement en Afrique, je suppose que la personne est africaine. Généralement en Afrique, lorsqu'un gouvernement change, la chasse aux sorcières commence. On ne veut pas les personnes qui ont travaillé dans le gouvernement d'avant. Et il y a des possibilités. Ça dépend de ce que vous faites dans l'ambassade. Il y a des green cards pour les personnes qui ont travaillé en tant que diplomate et qui ne peuvent pas retourner parce que, en quelque sorte, le gouvernement sera après eux. Mais ce n'est pas, ça c'est vraiment, c'est une information que je vous donne. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre famille, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Les personnels d'ambassade, ils sont très, très limités avec les bénéfices dont ils ont accès ici aux États-Unis parce que techniquement, ils ont un statut très particulier. Ils ne bénéficient pas de certains avantages sous la loi de l'immigration comme tout le monde, parce qu'ils ont des immunités, parce qu'ils sont considérés comme les représentants de leur pays. Alors, c'est une question qui doit être discutée pendant une consultation. Voyez un avocat, vous pouvez contacter mon bureau, vous pouvez contacter d'autres avocats qui vont vous aider à comprendre, qui vont at least vous dire par rapport à votre statut, les bénéfices dont vous avez accès sous la loi d'immigration. Et dites-vous bien que votre statut et le statut de vos enfants peut différer. Donc, chaque membre de famille peut avoir accès à différents bénéfices. Voilà. Merci beaucoup, Madame Laetitia Batsanwa. Nous n'avons pas d'autres mains levées. Non, s'il te plaît, Khadija. Oui. Est-ce que Laetitia, au cas où quelqu'un voudrait peut-être la contacter, est-ce qu'elle peut donner ses coordonnées? Moi, je crois que ce serait bien. Oui, j'ajouterais une question. Est-ce que la première consultation est gratuite comme certains le font ou est-ce qu'il y aura un discount pour les membres du French Speaking Coalition pour la première consultation? Oh, très intéressante. Un discount, oui, pour les personnes qui sont référées par Maman Elisabeth, oui, il y a un discount. Par rapport aux consultations gratuites, chaque année, on essaie d'offrir un nombre limité de consultations gratuites. Cette année, ici, on n'y est pas encore parce que le temps ne nous permet pas par rapport à notre caseload. Mais dès qu'on a les consultations gratuites, je vais informer Madame Elisabeth pour qu'elle puisse informer la communauté. Il y aura un moment cette année où on aura un nombre limité de consultations gratuites. Sinon, ceux qui viendront avant ou après vont bénéficier d'un discount. Excellent. Alors, vos contacts, s'il vous plaît. Vous pouvez contacter mon cabinet en composant le 202 569 16 16 202 569 16 16.
Vous pouvez aussi contacter le deuxième numéro. Je ne l'ai pas en tête, donc je dois, je dois chercher. Le deuxième numéro, c'est le 240 423 0252. 240 423 0252. Vous pouvez également nous écrire sur admin at casailigo.com. admin@casailigo.com. Voilà. D'accord, excellent. Alors, nous avons une dernière main levée, si vous le voulez bien. Monsieur Suleiman, allez-y. Oui. OK. Bonsoir à tout le monde. Merci à Laetitia et à Elisabeth Renaissance Center et le French Speaking Group. Moi, mon intervention, c'est de dire que je pense qu'en général, les problèmes d'immigration se règlent s'il y avait des réformes fédérales. Et donc, depuis ici, on peut dire que depuis 86 ou bien même avant, il n'y a jamais eu de réforme fédérale sur l'immigration. Maintenant, tous les case by case là, c'est très minime par rapport au nombre d'Africains qui sont aux États-Unis. Maintenant, comment on peut, et je sais qu'il y a tellement d'associations, il y a tellement de non-profit, mais il n'y a jamais eu d'advocacy group qui regroupe les Africains pour défendre pas seulement l'immigration, mais d'autres cas. Comment on peut arriver? Maintenant, ça fait plus de 20 ans que nous tous, on est là. On a tellement d'expérience sur les associations, sur les non-profits, mais il n'y a jamais eu de groupe de pression des Africains sur l'immigration, sur autre sujet. Tu as vu? Donc, après 20 ans, ou bien après 30 ans, maintenant que beaucoup de personnes, nous sommes là, mais comment on peut maintenant avancer un peu et arriver à créer des groupes de pression? Absolument, par exemple, M. Suleiman. il n'y a pas de réforme fédérale, parce que si les églises ne parlent pas, si Casa Permanente ne parle pas, personne ne parle. Même, et tous les Africains en général, non, je finis, en général, les Africains votent démocrate. Maintenant, les Africains votent démocrate. Les Africains travaillent, les Africains participent, les Africains font tout. Mais si les églises ne parlent pas, si les Espagnols ne parlent pas, nous, on ne dit rien. Donc, ce n'est pas les case by case là qui vont régler les problèmes d'immigration. Ça, c'est minime. C'est minime par rapport au nombre d'Africains qui sont là. Donc, je pense qu'il est temps de travailler avec les professionnels comme Laetitia, comme Maître Malik, comme tous, c'est des professionnels. Mais maintenant, les associations, les individuels, les professionnels, les non-profits, tout le monde vient ensemble, on crée des groupes de pression. Personne n'a écrit des lettres à Biden, personne n'a rencontré son sénateur, personne n'a rencontré son congressman, personne. Donc, comment ils vont comment il y aura des réformes? Sans réforme. Alors, M. Suleiman, permettez-moi de vous arrêter, M. Suleiman. Oui. Je vous arrête parce que, premièrement, ce que vous dites est exact. Deuxièmement, vous-même qui parlez, est-ce que vous avez fait certaines démarches? Nous ne le savons pas. Troisièmement, le couple Ngachu s'est battu ici à Washington, D.C. pour défendre les droits de notre communauté, se sont retrouvés à plusieurs réunions, plusieurs meetings pratiquement seuls parce que notre communauté ne veut pas se déplacer. Quand il y a des mariages, des baptêmes, oui, on nous voit, mais quand il s'agit d'aller défendre nos droits, on ne nous voit pas. Ça, c'est le 3. La quatrième chose est que les hispaniques se battent mieux que nous. Et le problème que nous avons dans notre communauté, c'est que lorsque les autres se sont déjà battus pour nous permettre d'obtenir certains droits en tant qu'immigrants, nous, les Africains, nous voulons revenir nous battre pour les mêmes points, ce qui est complètement ridicule. Nous devons pouvoir nous mettre en partenariat avec les autres pour avancer. Les Africains, en particulier francophones, se plaignent toujours de ce que les choses ne sont pas faites.
mais au moment de les faire, on ne voit personne. Les Ngatu sont un exemple patent. Ils se sont battus, ils sont connus partout dans l'administration, mais une fois ils se sont retrouvés à un meeting où ils défendaient la langue française, on leur a demandé où sont les francophones, il n'y avait personne derrière eux. Donc, c'est très bien effectivement de parler de ça parce que c'est effectivement un problème réel, mais il faudrait aussi que la communauté, de manière générale, se décide aussi à bouger. Parce qu'il y a des démarches qui ont été faites et je vous conseillerais de vous approcher de Madame Elisabeth Ngachu. Elle vous dira dans les détails tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Merci pour votre intervention. Donc, Madame, notre avocate, merci de conclure. J'ai ajouté quelque chose par rapport à ce que M. Suleiman a dit. Et je le remercie beaucoup pour son observation. Et Madame Kadisha, je vous remercie pour votre intervention à ce sujet. Il y a une tendance avec la communauté africaine que nous déplorons beaucoup, c'est que la communauté africaine, à cause de, je ne sais pas, de la culture peut-être, ne va pas vers les professionnels. Il y a beaucoup d'Africains, quand ils arrivent, ils préfèrent prendre les quelques centaines de dollars qu'ils ont et payer des gens qui n'ont pas de licence, payer pour des gens qui ne sont pas professionnels. C'est pas seulement pour les services juridiques, hein, pour d'autres services aussi, parce qu'ils s'imaginent qu'ils économisent, ou il y a certains qui viennent devant nous et nous disent ben, j'ai lu sur le site et voilà, quoi, je peux faire ça tout seul. Et quand ils viennent chez nous, leur cas est déjà est presque difficile à fixer parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Alors, pendant que les autres populations contactent les professionnels, ça permet que ces professionnels, parce qu'on a des associations, on a l'association des avocats d'immigration qui réunit des milliers d'avocats, et on voit les tendances. On sait voir que, par exemple, il y a des bureaux d'immigration qui ont un problème par rapport à une certaine nationalité ou à certains cas. Il y a des juges qui ont tendance à refuser les dossiers de certaines nationalités ou de certains types de dossiers. Mais ces informations, ces datas ne peuvent être obtenues que si les professionnels ont accès à ça. Beaucoup de cas d'Africains sont sous les radars. Il n'y a pas de données par rapport à ça. Si je dois me présenter comme défendeur d'un problème dont fait face une certaine population, eh ben, comment je le fais? Comment est-ce que, par exemple, j'ai accompagné un client à une interview d'asile, et vous savez qu'aujourd'hui, les traducteurs sont offerts par le gouvernement. Pendant cette interview, j'ai dû exiger que l'on change le traducteur 2 fois parce qu'il ne traduisait pas ce qui était dit. C'est parce que j'y étais. La plupart des francophones, ils y vont tout seuls et ils se retrouvent à la merci. Et après ça, j'ai dû écrire à l'association et dire qu'il y a un problème avec les traducteurs qui sont offerts par le gouvernement parce que j'y étais. La même chose, j'ai une amie, elle est hispanique, elle a fait la même remarque, elle a dit oui, je suis allée à l'intervention, à l'interview et le traducteur hispanique ne me traduisait pas ce que mon client disait. Donc, on ne peut avoir accès qu'à ça. Oui, c'est un cas par cas, mais on ne peut avoir accès, on ne peut avoir que le pouvoir de faire cette advocacy si on a les informations. Les problèmes dont les Africains font face, ils sont créés par le refus de faire part aux professionnels, le refus de trouver les informations à la source et, comme Mme Kadija a dit, le refus de soutenir les personnes qui font le advocacy. Alors, je pense qu'à un moment, nous devrons arrêter de nous plaindre et de commencer à
nos actions. Les politiques ne vont pas nous aider. Les politiques, eux, ils veulent leur vote. Les politiques ne nous aideront pas. Il faut involver vos enfants. Il faut que vos enfants sachent comment vous êtes arrivés aux États-Unis. Il y a des enfants ici qui ne savent pas comment leurs parents sont arrivés aux États-Unis. Il faut que les enfants sachent, si les parents n'ont pas de documents, peut-être que c'est votre enfant qui va commencer ce mouvement-là. Donc, il ne faut pas qu'on s'enferme et puis qu'on vient accuser les autres de ne pas s'occuper de nous. C'est mon apport. Merci beaucoup. Alors, Madame Ingachu a demandé la parole. En fait, je voulais parler par rapport à Suleiman sur sa question de soutenir les Africains. Nous avons certaines organisations comme le host a essayé de passer partager certaines informations sur l'écran. Nous avons constaté que les Africains, spécialement les francophones, en fait, ne sont pas très engagés. C'est vrai que lorsqu'on vient, on a des problèmes de s'intégrer, mais on est hors du commun. On a un peu tendance à travailler sur le moi et sur les projets. On a beaucoup de projets et je crois qu'on passe à côté de la réalité. Parce que l'union fait la force. Et vous avez remarqué même parmi les Africains, dans ce pays, vous voyez les Éthiopiens qui sont en train de sortir de ce cadre et de se mettre ensemble. Et le résultat en est qu'à l'université même de DC, à UDC, il y a des matières qui sont faites en Amharic, en leur langue. Donc, moi, j'étais c'était le Child Development Associate. Et moi, j'étais là, je suis la seule francophone parmi l'équipe. Et il y avait assez d'Éthiopiens qui se sont mis ensemble. Et moi, je cherchais les francophones avec qui nous pouvons travailler pour avoir des services en français. Même quand vous allez dans les services sociaux, c'est traduit en amharique, espagnol et en anglais. Hein. Il n'y a pas de français, mais par contre, il y a assez de francophones aux États-Unis que d'Éthiopiens. Vous voyez un peu la différence, c'est le fait de travailler en communauté ensemble. C'est ça, parce qu'ils ne veulent pas que tu viennes parler pour une communauté et on ne les voit pas. Comme tout à l'heure, la sœur a dit, le French Speaking a été créé depuis 2012 et nous sommes en activité, on fait des trucs, on organise des événements chaque année, mais les gens sont tellement froids, mais on ne baisse pas les bras. Nous avons toujours foi que le Seigneur va toucher les cœurs et nous allons travailler. Ce n'est pas pour nous qu'on le fait, mais pour la génération future et ceux qui viennent aussi, parce que l'expérience que nous avons vécue quand nous sommes entrés, nous n'avons pas eu des ressources ou des personnes qui vont nous diriger vers des bonnes ressources. Nous ne voulons pas que ceux qui viennent aussi dans le pays puissent se confronter à cette même réalité. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devions travailler ensemble, si bien que si une personne rentre dans le pays, qu'on soit capable de lui dire ne fais pas ceci, ne fais pas ça, parce qu'il y a eu trop des dossiers vraiment flous. Donc, je crois que si on travaille ensemble, si la communauté vraiment ouvre son regard sur le bien de l'autre, parce que ça aussi, ça compte. Parce qu'une fois que l'autre a eu son asylum, il oublie que il y a des autres qui sont en train de devenir membres de sa famille. Un ami aura besoin de lui demain. C'est ça aussi. Pensons au lendemain. Et ça, c'est un blocage. Ne soyons pas limités à notre zone de confort lorsque nous avons déjà notre travail, notre voiture, notre maison. La vie, ça suffit là. Donc, apprenons à penser aux autres. C'est ça le problème, l'amour du prochain. C'est très important dans notre communauté. Il faudrait qu'on puisse élever nos regards. Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Et nous allons toujours continuer à travailler. Et je crois qu'un jour, ça pourra avoir toutes les services possibles pour soutenir la communauté. Merci. Merci beaucoup, Madame Ngachu. Avons-nous d'autres questions? Non? Pas d'autres questions?
Alors, Madame Laetitia Boswada, Immigration Lawyer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour votre mot de fin alors? Il y a une question. Il y a une question, très bien. Excellent. Madame Zenab, vous pouvez vous unmute? Oh, désolé. Oh, mon intervention, c'était une clarification par rapport à la personne qui avait posé des questions relatives au personnel de l'ambassade qui avait des difficultés pour les visas. Au fait, les gens qui ont des problèmes en ce moment, ce ne sont pas des diplomates. C'est le personnel localement recruté à Washington. Ils n'ont pas d'immunité diplomatique. Et subitement, ils se sont retrouvés avec les visas qui n'ont pas été renouvelés parce que le State Department a décidé ça. Donc, sa question, c'était par rapport à ça. C'est juste pour clarifier que ce n'étaient pas des diplomates, ce n'étaient pas des gens qui ont une immunité et le State Department ne veut plus renouveler les visas. Leurs visas, c'est des visas à deux. Donc, je ne sais pas si Madame a quelque chose à ajouter par rapport à cela. Tout ce que je veux dire, c'est qu'ils doivent venir en consultation. Les visas, ce sont des visas pour diplomates. So, il y a une différence technique qui peut être faite. Et ça, on peut en discuter pendant la consultation. Donc, je les encourage à booker une consultation et puis on pourra en discuter en long et en large. Mais même s'ils ne vont pas consulter avec moi, ils doivent travailler avec un avocat parce que généralement, c'est un peu complexe. Les situations similaires sont assez complexes. D'accord. Une autre question? N'attendez pas que je fasse mon speech de revoir et puis vous allez lever la main. Une autre question? Madame Ingachou, pas de questions? Il y a Caroline là. Il y a Caroline. Caroline, ok, allons-y. Nous vous écoutons. Vous devez vous unmute, s'il vous plaît. Merci. Bonjour et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Moi, ma question, ce n'est pas au niveau d'immigration. Si quelqu'un a un problème d'abus de confiance, si par exemple quelqu'un te prête l'argent, il ne te rembourse pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer l'argent? Merci beaucoup, Madame Caroline. Une fois encore, c'est un cas par cas. J'ai une licence à New York et je vous conseillerais que si vous êtes dans la région de Maryland, DC et Virginia, vous pouvez trouver un avocat dans la région qui va vous aider. Ça dépendra du montant, ça dépendra du type de contrat que vous avez signé. Mais à la fin, vous pouvez contacter un avocat dans le Maryland, en Virginie ou à DC. Cela dépend de là où l'événement s'est passé. Et cette personne pourra vous aider. Si vous voulez, je peux vous référer à certains collègues qui se spécialisent dans ce genre de conflit. Oh, OK. Merci beaucoup. Vous avez le numéro? Le 202 569 1616. Quand vous me contactez, je pourrai vous chez des collègues. OK. Merci beaucoup. Pas de problème. Quelle question? Notamment, s'il vous plaît. Ne soyez pas timide au moment où jamais.
Mais je crois qu'on est déjà. À l'heure. Hein? D'accord. OK, excellent. Excellent. Alors, Madame Laetitia Bonsoudou, qui a pris le temps cet après-midi à la communauté du French Speaking Coalition. Cet avocat est Madame Elisa. Merci beaucoup pour Hello? Je pense que Madame Khadija a des problèmes de réseau. Madame Gathiou. Madame Gathiou, nous attendons votre mot de fin. Oh, je disais que vous avez des problèmes de réseau. En fait, je veux dire merci à Maître Laetitia pour sa disponibilité. Merci d'avoir pris de ton temps pour nous éduquer. Et tu seras toujours la bienvenue chaque fois que nous organisons les événements de ce genre. Et merci parce que nous avons aussi eu des feedbacks l'année dernière après notre atelier sur l'immigration. Nous avons eu beaucoup de familles qui ont ramené des échos positifs après des consultations avec vous et vraiment c'est formidable et nous voulons que tu continues toujours dans la même lancée à soutenir notre communauté et merci infiniment pour ce travail. Merci aussi à Madame Khadija qui a été notre host aujourd'hui. Ça a été formidable. Et je sais que tu le fais toujours bien. Tu es vraiment très à l'aise à ça, à nous amener dans des questions, à nous orienter. Et merci parce que tu l'as toujours fait depuis des années pour la communauté francophone. Et un coup d'or à toi. Merci à tous les auditeurs et tous nos frères et sœurs qui se sont connectés. Et nous avons beaucoup d'autres choses au projet pour les mois à venir. Et passez un bon week-end, tout le monde. Merci. Merci pareillement. Madame Maître Laetitia, vous avez quelque chose à dire, un dernier mot? Oh, je remercie la communauté. C'est toujours un plaisir de servir ma communauté et c'est toujours un honneur d'être invité pour ces échanges. Et merci à tout le monde. Okay. Merci. Merci vraiment. Voilà.